Perdre ma sœur dans cet incendie a été la chose la plus dévastatrice que j'ai jamais vécue. Cela fait des semaines maintenant, mais je me réveille encore chaque nuit avec son visage dans mes pensées, son rire qui résonne comme un écho cruel dans le silence de mon appartement. Nous étions incroyablement proches. Elle était ma confidente, ma meilleure amie, la seule personne qui semblait toujours comprendre ce que je ressentais sans que j'aie besoin de dire un mot. Depuis sa mort, tout semble vide. J'ai essayé de reprendre une routine, d'aller au travail, de sourire aux collègues, mais à l'intérieur, je suis brisé. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là. J'étais chez moi quand j'ai reçu l'appel. Il y a eu un incendie. Je me souviens avoir conduit comme un fou jusqu'à sa maison, priant que ce soit une erreur. Mais en arrivant, tout ce que j'ai trouvé, c'était des flammes dévorant les murs et des pompiers impuissants. Ils m'ont dit qu'elle était probablement morte asphyxiée avant que le feu ne l'atteigne, comme si cela devait me réconforter. Mais tout ce que je pouvais imaginer, c'était elle, seule, piégée, appelant à l'aide. Depuis, je me torture avec des « et si ». Et si j'avais été là ce soir-là? Et si j'avais pu la sauver? Pour essayer de garder un lien avec elle, je me surprends souvent à écouter ses anciens messages vocaux. C'était devenu une habitude, comme si entendre sa voix pouvait apaiser un peu la douleur. Mais à chaque fois, cela me laissait un vide encore plus grand, un rappel cruel qu'elle n'était plus là. Je pensais que c'était la pire chose à affronter. Mais je me trompais. C'était une matinée comme les autres. J'essayais de rester concentré sur mon travail, même si chaque tâche me semblait vide de sens. Pendant ma pause, je me suis assis seul dans un coin de la cafétéria, mon téléphone à la main. Comme à mon habitude, j'ai ouvert ma boîte de réception vocale pour réécouter les messages de ma sœur. Sa voix avait ce don étrange de me réconforter et de me briser en même temps. Mais en faisant défiler les messages, quelque chose a attiré mon attention, une nouvelle notification. Un message vocal. Mon cœur a immédiatement accéléré. Le numéro était inconnu, et la date d'envoi semblait récente. Je n'ai pas compris. Qui pouvait m'appeler à ce numéro? Et pourquoi ce message semblait-il avoir été enregistré des semaines auparavant, précisément le soir de l'incendie? J'ai hésité à appuyer sur « Lecture ». Quelque chose en moi criait de ne pas écouter, mais ma curiosité était plus forte. J'ai mis mes écouteurs, et dès les premières secondes, j'ai senti mon sang se glacer. C'était sa voix. Ma sœur. Elle criait. Une panique pure dans chaque mot. « Aide-moi. Je suis coincé. Je ne peux pas respirer. » Sa respiration était saccadée, entrecoupée de bruits que je ne pouvais pas identifier, peut-être des craquements, ou des souffles de fumée. Mon cœur battait à tout rompre. La terreur dans sa voix était si palpable que j'ai dû retirer mes écouteurs. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de penser. C'était impossible. Ce message avait été enregistré avant sa mort, mais je ne l'avais jamais reçu. Comment cela pouvait-il être là maintenant? Et surtout, pourquoi? Mes mains tremblaient en relançant l'audio. Chaque fois que je l'écoutais, c'était pire. Sa voix, ses derniers mots, semblaient directement s'adresser à moi. Comme si elle savait que je l'écouterais, mais trop tard. Après cette découverte, je ne pouvais plus penser à autre chose. Ce message me hantait. Je l'écoutais encore et encore, espérant que, cette fois, quelque chose ferait sens. Mais à chaque écoute, une seule certitude grandissait. Ce n'était pas une erreur, pas un canular. C'était bien la voix de ma sœur, et ce message venait de cette nuit fatidique. Ma première réaction a été de chercher des réponses rationnelles. J'ai contacté mon opérateur téléphonique, leur expliquant que j'avais reçu un message qui semblait avoir été bloqué ou retardé pendant des semaines. Leur réponse m'a laissé encore plus confus. Selon eux, un tel retard était impossible. Les messages vocaux sont soit reçus immédiatement, soit perdus définitivement. Ils n'avaient aucune explication technique pour ce que j'avais décrit. Cette réponse m'a plongé dans une angoisse encore plus profonde. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours? Avais-je imaginé tout ça, une illusion créée par mon deuil? Mais le message était bien là, tangible. Chaque fois que je le réécoutais, le poids de ces mots s'alourdissait. Puis, les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai senti une odeur de brûlé dans mon appartement. C'était léger, comme des cendres froides, mais assez distinct pour me faire sursauter. J'ai vérifié chaque pièce, chaque prise électrique, mais je n'ai rien trouvé.
Ce phénomène s'est répété plusieurs fois, toujours sans explication. Et ce n'était pas tout. Certains soirs, je me sentais observé, comme si une présence pesait sur moi. Je me retournais brusquement, mais il n'y avait jamais rien. Pourtant, cette sensation persistait, m'empêchant de dormir. Une fois, en pleine nuit, j'ai cru entendre mon prénom murmuré, faible, mais distinct. Ces événements m'ont convaincu qu'il fallait que je retourne sur les lieux de l'incendie. Une partie de moi espérait y trouver des réponses, ou peut-être une forme de réconfort. Mais une autre partie, plus sombre, savait que ce que je cherchais pourrait me conduire à des vérités bien plus terrifiantes. Le jour où j'ai décidé de retourner sur les lieux de l'incendie, une sensation étrange m'habitait. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la peur, mais une anticipation viscérale, comme si une partie de moi savait que ce que j'allais découvrir changerait tout. En arrivant devant les ruines de la maison de ma sœur, le choc m'a coupé le souffle. Les murs noircis, les débris éparpillés, tout rappelait cette nuit fatidique. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'étrange silence qui régnait. Pas un oiseau, pas un bruit de vent. Rien. Je me suis aventuré prudemment à l'intérieur, évitant les morceaux de bois calcinés. Mes pas craquaient sous mes chaussures, résonnant dans le vide. C'est alors que je l'ai vu. Le téléphone de ma sœur, posé au milieu des débris, intact, comme s'il avait été placé là intentionnellement. Mes mains tremblaient lorsque je les ramassais. L'écran était fissuré, mais il s'alluma lorsque j'appuyais sur le bouton. À ma grande surprise, il contenait encore ses données. Parmi elles, une série de messages vocaux qu'elle avait enregistrés avant sa mort. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que ces messages, je ne les avais jamais reçus. Je les ai écoutés un à un, retenant mon souffle. Dans le premier, elle semblait calme, parlant de choses banales. Mais à mesure que j'avançais, sa voix changeait. Elle parlait d'un pressentiment étrange, d'une sensation d'être observée, même à l'intérieur de sa propre maison. Dans l'un des derniers messages, elle disait « Je crois que quelque chose ne va pas. Si tu reçois ça, s'il te plaît, viens vite. » Ma gorge s'est serrée. Pourquoi ces messages ne m'étaient-ils jamais parvenus? Et pourquoi les retrouver maintenant, sur un téléphone qui aurait dû être détruit dans l'incendie? Alors que je quittais les ruines, un dernier détail m'a frappé. Gravé sur un mur à moitié effondré, probablement par la chaleur des flammes, il y avait quelque chose qui ressemblait à des lettres. J'ai dû m'approcher pour les lire, tu aurais dû écouter. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas possible. Personne ne pouvait avoir écrit ça. À cet instant, j'ai senti une présence derrière moi, froide, oppressante. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement ce silence, plus lourd que jamais. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose m'avait suivi. Le trajet était flou, comme si mon esprit était ailleurs, incapable de se détacher des découvertes du jour. Une fois chez moi, l'odeur de fumée était de nouveau là, plus forte cette fois, imprégnant chaque pièce. J'ai essayé de me distraire, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Tout semblait silencieux, trop silencieux, à tel point que j'entendais ma propre respiration, rapide et irrégulière. Alors que je m'asseyais sur mon canapé, mon téléphone vibra. Une nouvelle notification, un message vocal. Mon sang se glaça en voyant l'expéditeur. C'était ma sœur. Cette fois, son nom s'affichait clairement. Impossible. Son numéro n'existait plus depuis des semaines. La peur paralysante m'empêchait de bouger, mais mes doigts, presque d'eux-mêmes, appuyèrent sur lecture. La voix était différente de celle des messages précédents. Elle était basse, presque un murmure, mais terriblement claire. Tu aurais dû écouter. Tu aurais pu me sauver. Une explosion de bruit suivit. Le craquement des flammes, des cris déchirants, et ce qui ressemblait à un souffle désespéré. Je lâchai le téléphone, qui tomba au sol. Les lumières de l'appartement commencèrent à vaciller, plongeant la pièce dans une alternance terrifiante de lumière et d'ombre. Et puis je la vis. Une silhouette, là, dans l'obscurité, immobile. Ce n'était pas seulement une illusion ou un jeu d'ombre. Elle était là, figée, mais je pouvais sentir sa colère, sa douleur. Je voulus parler, m'excuser, dire quelque chose, mais ma voix restait bloquée dans ma gorge. La silhouette avança lentement, et une chaleur suffocante emplit la pièce, comme si les flammes m'entouraient. Je suffoquais, incapable de respirer,
pris au piège dans une scène qui ressemblait à ce qu'elle avait vécu. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis effondré, le téléphone toujours par terre. Il vibra une dernière fois avant que tout devienne noir. Quand je me réveillai, j'étais dans ma chambre, mais quelque chose n'allait pas. Mon téléphone était posé sur ma table de chevet, et une notification clignotait. Une nouvelle fois, un message vocal. Mais cette fois, il venait de moi. En l'écoutant, mon cœur s'arrêta presque. C'était ma propre voix, paniquée, implorant quelqu'un. « Aide-moi. Je suis coincé. Je ne peux pas respirer. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas terminé. Et peut-être que ça ne le serait jamais. Je m'appelle Gérard, et j'ai 70 ans. Cela fait 10 ans qu'Alice, ma femme, est partie. 10 ans depuis que cette maison, autrefois remplie de sa voix, de son rire et de sa chaleur, est devenue terriblement silencieuse. J'habite toujours ici, seul, dans cette vieille maison à la campagne. C'était notre refuge, notre petit coin de paradis, mais maintenant, c'est comme si chaque pièce était un écho de ce que nous avions perdu. Je passe mes journées à suivre une routine stricte. Après tout, il faut bien remplir le vide, n'est-ce pas? Tous les matins, je fais chauffer mon café, je lis le journal, et l'après-midi, je m'assois toujours dans la même chaise, près de la fenêtre du salon. C'est ici que je lisais à Alice, que nous partagions des heures à regarder le jardin, parfois à ne rien dire, juste à être ensemble. Cette chaise est devenue mon point d'ancrage dans un monde qui a perdu son sens. Mais parfois, la maison me joue des tours. Je sens son parfum, celui qu'elle portait toujours, un mélange doux de lavande et de miel. Ça ne dure qu'un instant, une bouffée fugace, mais assez pour me figer. D'autres fois, j'entends des sondes des pas légers dans le couloir, le craquement du plancher comme quand Alice se levait tard dans la nuit pour aller chercher un verre d'eau. Je sais que ce n'est pas réel. Mon esprit essaie simplement de combler le vide, ou du moins, c'est ce que je me dis pour ne pas devenir fou. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. La maison était étrangement calme, presque oppressante. L'air semblait lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je m'étais assis dans ma chaise, regardant le crépuscule s'étendre sur le jardin, comme je le fais toujours. Je pensais à Alice, comme d'habitude, et je me suis surpris à murmurer son nom, presque inconsciemment. Alice. Et c'est là que tout a commencé. Alors que je me laissais presque emporter par le sommeil, je l'ai entendu. Une voix. Sa voix. Gérard. M'a-t-elle appelé, douce mais claire, comme un murmure porté par le vent. Je me suis redressé brusquement, le cœur battant. Pendant une seconde, j'ai cru que mon esprit me jouait un tour, comme cela lui arrivait souvent. Mais cette fois, ce n'était pas un souvenir flou ou un écho lointain. C'était réel. La voix venait de quelque part dans la maison. « Gérard, viens », a-t-elle répété, un peu plus fort cette fois, comme si elle était juste dans la pièce à côté. Je suis resté figé, mon esprit oscillant entre l'incrédulité et une peur sourde. J'ai tendu l'oreille, mais il n'y avait que le silence, un silence pesant, presque palpable. Peut-être que je devenais fou. Peut-être que la solitude avait finalement réussi à grignoter ce qui me restait de raison. Mais alors que je me levais lentement, la voix a résonné une troisième fois, plus pressante, presque paniquée. « Gérard, viens maintenant. » Cette fois, je n'ai pas pu l'ignorer. Mon corps s'est mis en mouvement malgré moi, mes jambes me portant hors du salon. Mon esprit essayait de rattraper la situation. Si ce n'était pas mon imagination, alors quoi? Et si c'était vraiment Alice? Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai avancé dans le couloir sombre, la maison me semblant soudain étrangère, comme si elle cachait quelque chose. La voix semblait m'appeler de plus en plus profondément dans la maison. Mais ce qui me glaçait le plus, c'était la manière dont elle sonnait. Pas apaisante comme je l'avais connue, mais pleine d'urgence, comme un avertissement. Je me suis avancé dans la maison, suivant cette voix qui me hantait autant qu'elle m'attirait. Chaque pas résonnait lourdement sur le parquet, amplifiant le silence oppressant qui m'entourait. Les ombres dans le couloir semblaient plus sombres que d'habitude, et l'air était glacé, comme si l'hiver s'était invité dans ma maison. La voix continuait de m'appeler, mais elle semblait se déplacer, me guidant tantôt vers la cuisine, tantôt vers l'escalier menant à l'étage. Mon esprit oscillait entre l'espoir fou que ce soit vraiment Alice et la terreur de découvrir autre chose, quelque chose d'incompréhensible. En passant près d'un meuble, un frisson m'a parcouru.
Un vase en céramique, celui qu'Alice adorait et qui n'avait jamais bougé de sa place sur la commode, s'est soudain renversé et s'est brisé en 1000 morceaux à mes pieds. Je me suis figé, le souffle court. Il n'y avait aucun courant d'air, aucune raison pour que cela arrive. Le silence est retombé, plus lourd encore, jusqu'à ce que j'entende un grincement provenant de l'autre bout de la maison. Je me suis tourné vers la source du bruit et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La porte du sous-sol, toujours verrouillée, était maintenant entr'ouverte, oscillant légèrement comme poussée par une main invisible. La voix d'Alice a retenti à nouveau, mais cette fois, elle semblait presque désespérée. « Gérard, sors de là. Maintenant !» Mon cœur s'est serré. Ce n'était plus un appel doux ou nostalgique. C'était un ordre, un avertissement, et chaque fibre de mon être me hurlait de l'écouter. Tremblant, je me suis retourné et j'ai commencé à revenir vers le salon, sans jamais regarder derrière moi, comme si quelque chose d'invisible me poursuivait. Je suis revenu précipitamment dans le salon, mon esprit en pleine confusion, mais une sensation étrange persistait, une sensation de malheur imminent, comme si la maison elle-même attendait quelque chose. J'ai presque couru vers ma chaise, espérant m'asseoir pour reprendre mes esprits, mais une pensée me traversa soudainement l'esprit. Je n'avais pas vérifié la fenêtre. Je me suis tourné, m'apprêtant à faire le tour de la pièce, mais à ce moment-là, un bruit sourd a éclaté, un bruit de métal qui s'écrasait sur le sol. Avant que je puisse réagir, un fracas assourdissant a secoué la pièce. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais le bruit venait de l'intérieur de la maison. Je n'ai eu que le temps de me pencher en avant, quand j'ai entendu un cri dans ma tête, un cri de terreur absolue. À peine avais-je bougé de ma chaise qu'une lourde cala de fer, qui se trouvait sur le toit, s'est détachée et est tombée droit sur la chaise où j'étais assis quelques secondes plus tôt. Le métal a heurté le sol avec une violence inimaginable, envoyant des éclats et des débris partout. Si je n'avais pas bougé, je serais probablement mort, écrasé sous ce poids. J'ai juste eu le temps de me figer, tremblant de tout mon corps, et de regarder la chaise, maintenant déformée, broyée sous le métal froid et rugueux. La cala n'avait pas glissé de façon aléatoire. Elle avait chuté d'une hauteur suffisante pour détruire la chaise sans effort. Je suis resté là, les yeux fixés sur les débris, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Une sensation de froid m'a envahi, et cette pensée s'est imposée dans mon esprit comme une vérité glaciale. Alice avait essayé de me sauver. C'était elle. Elle avait parlé pour me prévenir, pour me tirer hors de la ligne de danger. Mais pourquoi maintenant, après toutes ces années? Et pourquoi ici? J'étais perdu dans mes pensées quand une autre voix, cette fois silencieuse, a résonné en moi. Est-ce que j'avais réellement échappé à la mort, ou était-ce juste une coïncidence? Mais une partie de moi savait que ce n'était pas le cas. C'était trop précis, trop réel. Alice, elle était là. Les jours qui suivirent cet événement, la maison ne m'a plus jamais semblé la même. Chaque bruit, chaque ombre, chaque souffle d'air semblait chargé de sens, comme si quelque chose m'observait en permanence. J'ai passé des heures à inspecter le toit, cherchant une explication rationnelle à la chute de la cala. Mais tout était en ordre, à part ce détail étrange. La cala était toujours solidement fixée, rien n'indiquait qu'elle ait pu se détacher toute seule. Malgré cela, une partie de moi savait ce que je croyais profondément. Alice m'avait protégé. Elle m'avait averti, elle m'avait sauvé d'un destin qui semblait inévitable. Mais pourquoi? Pourquoi, après toutes ces années, ressentir sa présence aussi fortement? Pourquoi ce besoin urgent de me prévenir, de me rappeler que même dans la mort, elle n'avait jamais cessé de veiller sur moi? Je suis retourné dans la salle où l'incident s'était produit, le regard fixé sur la chaise détruite. J'ai presque pu entendre sa voix, celle d'Alice, me dire de faire attention, de ne jamais la quitter vraiment. La douleur de sa perte était encore là, mais il y avait aussi une étrange sensation de réconfort. Une partie de moi, profondément ancrée dans mon cœur, croyait que ce n'était pas juste un avertissement. C'était peut-être une dernière chance de lui prouver qu'elle avait toujours été aimée, qu'elle n'avait jamais été oubliée. Mais même alors que je tentais de rationaliser les événements, quelque chose me perturbait. Parfois, dans le silence de la nuit, j'entends sa voix, faible et lointaine, me dire doucement « Gérard, fais attention ». Je ne sais pas si je devrais en avoir peur ou si je devrais m'en réjouir. Mais une chose est sûre, la présence d'Alice, bien que mystérieuse et effrayante, n'est plus un souvenir. Elle est réelle, là, quelque part dans les ombres de cette maison, me guidant.
Et, dans un étrange mélange de peur et de gratitude, je continue de vivre ici, dans cette maison qui semble toujours abriter une part d'elle, attendant la prochaine fois où sa voix m'appellera, pour me protéger encore. Cela s'est passé il y a quelques années, lorsque j'étais assistant de résidence dans une université. À l'époque, c'était un emploi que j'avais accepté pour bénéficier d'un logement gratuit, mais aussi pour avoir un aperçu des coulisses de la vie étudiante. Être assistant de résidence, ce n'était pas juste distribuer des clés ou régler des querelles entre colocataires. Parfois, il fallait gérer des situations plus complexes. Des étudiants en détresse, des urgences médicales, ou des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'était un soir en pleine semaine de révision. Vous savez, cette période où tout le monde semble marcher comme des zombies, les yeux cernés, les esprits saturés par le stress. Les couloirs étaient plus silencieux que d'habitude, comme si tout le monde retenait son souffle. Je faisais ma ronde habituelle, vérifiant que tout allait bien dans les parties communes, quand mon téléphone a vibré. Un message d'un résident, il y a quelque chose de bizarre dans le couloir au 3e étage. Une fille assise par terre. Elle fait peur. Je me suis arrêté net. Ce n'était pas la première fois qu'on me signalait des comportements étranges pendant cette période, mais quelque chose dans ce message m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit que ce n'était sans doute rien de grave, peut-être une étudiante épuisée qui avait juste besoin de parler. Mais en montant l'escalier, une sensation étrange a commencé à m'envahir. En arrivant au 3e étage, tout semblait normal au premier abord. Les néons du couloir clignotaient légèrement, comme d'habitude, et une odeur de nourriture réchauffée flottait dans l'air. Mais à mesure que j'avançais, le silence devenait pesant. Puis je l'ai vue. Au loin, près du mur, une silhouette recroquevillée sur elle-même, immobile. Une fine lumière tombait sur elle, comme si tout le reste du couloir s'était assombri. J'ai appelé doucement. « Tout va bien? Vous avez besoin d'aide ?» Pas de réponse. Seulement le son de ma propre voix qui résonnait étrangement dans cet espace oppressant. Je m'approchais lentement d'elle, chaque pas amplifiant cette sensation de malaise qui me nouait l'estomac. Plus je m'approchais, plus je remarquais des détails troublants. Ses cheveux étaient en désordre, mais ce n'était pas simplement le désordre d'une journée longue et fatigante. Une partie de son cuir chevelu semblait presque dégarnie, comme si elle avait arraché ses propres mèches. Autour d'elle, des morceaux de cheveux jonchaient le sol, sombres et emmêlés. Elle était assise, les genoux ramenés contre sa poitrine, la tête légèrement penchée sur le côté. Ses lèvres bougeaient, murmurant quelque chose d'incompréhensible. J'ai senti ma gorge se serrer. Il y avait quelque chose d'étrangement hypnotique dans son comportement, comme si elle n'était pas vraiment là, mais prise dans une transe dont je ne comprenais pas la nature. « Et, tout va bien ?» ai-je demandé une seconde fois, cette fois un peu plus fort. Ma voix s'est brisée, presque inaudible dans ce couloir glacial. Elle a levé la tête brusquement à ce moment-là, et j'ai reculé d'un pas, instinctivement. Ses yeux me fixaient avec une intensité qui me glaçait le sang, comme si elle pouvait voir à travers moi. Puis, calmement, avec une voix douce mais terriblement monotone, elle a articulé « Je veux juste une coupe de cheveux ». Je suis resté figé. Sa voix contrastait terriblement avec la scène. Il n'y avait aucune panique, aucun désespoir. Juste cette phrase, répétée comme une mélodie absurde, « Je veux juste une coupe de cheveux ». C'est à ce moment que j'ai vu ses mains. Elles étaient rouges, griffées, et tenaient une poignée de cheveux qu'elle portait lentement à sa bouche. Elle mâchait, doucement, sans expression, comme si ce qu'elle faisait était parfaitement normal. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon corps me hurlait de partir, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser là. Je voulais bouger, faire quelque chose, mais mes jambes semblaient ancrées au sol. La scène devant moi était à la fois terrifiante et irréelle. Elle continuait à mâcher lentement les cheveux, ses yeux toujours fixés sur moi, comme si j'étais à la fois une distraction et une menace. Son visage, malgré son calme apparent, avait une expression figée qui trahissait quelque chose de plus profond, de plus sombre. Rassemblant mon courage, j'ai tendu une main vers elle, tout en gardant ma voix aussi apaisante que possible. « Écoute, on va arranger ça. Tu veux bien me dire ce qui se passe ?» Mais au moment où ma main s'est approchée de son épaule, elle a réagi avec une vitesse et une force qui m'ont glacé le sang. Elle a attrapé mon poignet, et sa prise était incroyablement puissante, presque douloureuse. C'était incompréhensible. Cette fille, frêle et petite, avait une force surhumaine.
J'ai tenté de me dégager, mais son emprise s'est resserrée, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle a penché la tête, comme un animal curieux, et a répété avec la même voix monotone « Je veux juste une coupe de cheveux ». Sa main tremblait légèrement, mais sa poigne restait ferme, comme si elle puisait son énergie d'une source invisible. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela ne l'était. Le silence dans le couloir semblait presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. J'ai réussi à reculer d'un pas, son emprise se desserrant légèrement. Mais alors que je m'éloignais, elle a soudainement éclaté de rire, un rire rauque et étouffé, qui semblait plus mécanique qu'humain. Ce son m'a donné la chair de poule, et pour la première fois, je me suis demandé si j'étais face à quelque chose qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Avant que je ne puisse reprendre mes esprits, les lumières du couloir ont commencé à vaciller, plongeant l'endroit dans une alternance oppressante de clarté et d'obscurité. Chaque flash projetait son visage sous un nouvel angle, amplifiant l'horreur de la scène. Elle s'était relevée, lentement, presque mécaniquement, et me fixait toujours, son rire s'étant arrêté aussi brusquement qu'il avait commencé. J'ai reculé de quelques pas, cherchant frénétiquement mon téléphone pour appeler à l'aide. Mais à cet instant, le couloir entier semblait se contracter autour de moi, comme si l'espace lui-même devenait hostile. Les murs paraissaient plus proches, l'air plus lourd. J'ai finalement réussi à composer un numéro, appelant d'autres assistants pour me rejoindre. Pendant ce temps, elle se tenait immobile, ses bras le long de son corps, mais ses yeux ne quittaient jamais les miens. Quand mes collègues sont arrivés, ils se sont arrêtés net en la voyant. Leur arrivée aurait dû me rassurer, mais une partie de moi savait que nous n'étions pas plus en sécurité à plusieurs. Nous avons essayé de lui parler, de l'approcher doucement, mais à chaque tentative, elle se reculait d'un pas, son regard devenant de plus en plus intense. Puis, d'un coup, elle a murmuré quelque chose, une phrase que je n'ai pas comprise sur le moment, mais qui a glacé le sang de mes collègues, « Elle arrive ». Comme si ces mots avaient déclenché quelque chose, le couloir entier a été plongé dans une obscurité totale. Nous avons entendu un bruit sourd, comme une porte qui claquait violemment, mais rien ne semblait bouger autour de nous. Quand les lumières sont revenues, elle était à genoux, ses mains tremblant violemment. Pourtant, son expression était étrangement paisible, comme si elle venait de se libérer de quelque chose. Nous avons finalement réussi à appeler la sécurité et un service médical pour qu'il l'emmène. Mais même lorsqu'elle a été escortée hors du bâtiment, elle a tourné une dernière fois la tête vers nous et a murmuré, presque dans un souffle, « Elle est toujours là ». Après cette nuit, rien n'a jamais vraiment été comme avant dans la résidence. La fille a été emmenée à l'hôpital, et, officiellement, on nous a dit qu'elle souffrait d'un épuisement nerveux sévère. C'était l'explication rationnelle, mais aucun de ceux qui étaient là ce soir-là n'a vraiment pu y croire. Pendant des semaines, j'ai revécu la scène dans mes cauchemars. Ses yeux fixes, son rire inhumain, sa force inexplicable. Mais le pire, c'était ses derniers mots. Elle est toujours là. Qui était-elle? Était-ce une simple hallucination ou quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rôdait dans ce couloir? Certains des résidents ont commencé à raconter des histoires étranges après son départ. Ils entendaient des bruits de pas dans le couloir, alors qu'il n'y avait personne. Des ombres semblaient bouger dans leur champ de vision, mais disparaissaient dès qu'ils se retournaient. Une rumeur a même commencé à circuler, prétendant qu'une étudiante s'était suicidée sur cet étage des années auparavant et que son esprit n'avait jamais quitté les lieux. Je ne savais pas quoi croire, mais une chose était certaine. Chaque fois que je montais au 3e étage, une sensation oppressante m'envahissait. Le couloir semblait plus froid, plus sombre, même en plein jour. Parfois, il me semblait entendre ce murmure, à peine audible, résonner dans l'air stagnant, « Elle arrive ». Avec le temps, j'ai quitté ce poste, mais l'histoire m'a suivi. Même aujourd'hui, des années plus tard, il m'arrive de repenser à cette nuit. Et chaque fois que je le fais, je ne peux m'empêcher de me demander si, dans un coin sombre de ce couloir, elle est toujours là, attendant patiemment quelqu'un d'autre. J'avais décidé de partir en camping seul, loin de l'agitation de la ville, dans un endroit isolé au cœur de la forêt. J'avais besoin de silence, de ce genre de calme que l'on ne trouve que dans la nature, où chaque bruit semble avoir un écho infini. La route pour arriver jusqu'ici avait été longue et sinueuse, traversant des bois denses où la lumière du jour peinait à s'infiltrer. Mais en posant mon campement près d'une clairière, j'avais ressenti une étrange sérénité,
comme si cet endroit m'attendait. À une cinquantaine de mètres, j'avais remarqué un vieux camping-car, garé près d'un groupe d'arbres, légèrement en retrait. Ses fenêtres étaient sales, et il semblait abandonné depuis longtemps. Pourtant, je n'y avais pas prêté grande attention. Des campeurs solitaires laissent souvent leur véhicule pour explorer ou se promener, pensais-je. La nuit était tombée rapidement, enveloppant tout d'une obscurité épaisse, presque palpable. Seul le murmure du vent dans les branches et le craquement occasionnel de brindilles sous les pas invisibles d'animaux venaient troubler le silence. Le froid s'installait, et je m'étais emmitouflé dans mon sac de couchage, écoutant les sons de la forêt qui, paradoxalement, me rassuraient. Cependant, plus tard dans la soirée, une sensation étrange s'était emparée de moi. Ce genre de sentiment qu'on ne peut expliquer, mais qui vous noue l'estomac. Malgré la fatigue, je ne parvenais pas à m'endormir, comme si quelque chose, dans l'obscurité, m'observait. Je m'étais dit que c'était simplement l'effet de l'isolement, une peur irrationnelle que tout campeur novice ressent tôt ou tard. Mais mon regard revenait toujours vers ce camping-car. Il était là, immobile, silencieux, mais il semblait différent. Et cette pensée commençait à me troubler bien plus que je ne voulais l'admettre. Cette sensation d'inquiétude ne me quittait pas, comme si l'air autour de moi était devenu plus lourd, presque oppressant. J'avais fini par m'endormir malgré tout, mais un bruit sec m'avait brutalement réveillé en pleine nuit. Un craquement, suivi d'un autre, comme des pas qui écrasaient des branches mortes. Je m'étais figé, retenant ma respiration, mes oreilles tendues dans le silence. Peut-être un animal, me disais-je. Mais les craquements étaient réguliers, lourds, presque humains. J'avais attrapé ma lampe torche, la serrant si fort que mes doigts me faisaient mal. Le faisceau lumineux transperçait difficilement l'obscurité, révélant seulement des silhouettes d'arbres et des ombres mouvantes créées par le vent. Rien. Tout semblait désert. Mais alors que je me forçais à me détendre, un autre bruit avait retenti, plus proche cette fois, un grincement métallique. C'était sans aucun doute la porte du camping-car. Je pouvais la voir, à moitié dissimulée par les arbres, oscillant lentement comme si quelqu'un l'avait poussée. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais cherché une explication logique, le vent, peut-être. Mais il n'y avait presque pas de vent cette nuit-là. Contre toute logique, une curiosité morbide avait commencé à me gagner. J'avais besoin de savoir. Et si quelqu'un avait besoin d'aide? Et si quelque chose de grave était en train de se passer? Ces pensées me poussaient à me lever, même si chaque fibre de mon être me hurlait de rester dans ma tente. En avançant lentement vers le camping-car, ma lampe à la main, je m'étais arrêté plusieurs fois, écoutant le moindre bruit, cherchant des indices dans l'obscurité. Les craquements avaient cessé, mais un silence étrange, presque surnaturel, avait pris leur place. Quand j'étais arrivé à quelques mètres du camping-car, un frisson glacé m'avait parcouru. La porte, toujours légèrement ouverte, semblait m'inviter à entrer, mais quelque chose dans cet endroit était profondément mauvais. C'était comme si l'air lui-même portait une sorte de menace silencieuse. Pourtant, je m'étais avancé, lentement, la gorge nouée, prêt à découvrir ce qui se cachait derrière cette porte entr'ouverte. La porte grinça légèrement lorsque je la poussai du bout des doigts, et une odeur pestilentielle s'échappa immédiatement de l'intérieur du camping-car. Une odeur si forte qu'elle me prit à la gorge, me faisant reculer d'un pas, la main plaquée sur mon nez. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, mais ma lampe torche éclairait un espace exigu et désordonné. Une petite table renversée, des papiers éparpillés sur le sol, et des traces sombres sur les murs, dont je préférais ne pas imaginer l'origine. Puis, je l'ai vu. Au fond, assis sur ce qui ressemblait à une banquette déchirée, il y avait un corps. Immobile, tordu dans une posture contre nature, la tête inclinée comme s'il observait quelque chose sur la table à côté de lui. Mon souffle se bloqua. La silhouette était en partie décomposée, ses vêtements maculés de taches que je n'osais pas examiner de plus près. Mais c'était son visage qui me glaça le sang. Ou plutôt ce qu'il en restait. Un rictus figé, les orbites vides, comme s'il avait été surpris ou terrifié au moment de sa mort. Je reculai instinctivement, le faisceau tremblant de ma lampe torche illuminant brièvement la table à côté du corps. Une pile de papier y était soigneusement empilée, contrastant étrangement avec le chaos environnant. Je m'approchai, malgré la nausée qui me saisissait, et pris le premier papier. C'était un billet, griffonné à la hâte, presque illisible. Les mots semblaient désordonnés,
écrit par une main tremblante. Il y était écrit, « Il me suit. Il est là, juste dehors. Je ne peux plus fuir. » Je sentis mon estomac se nouer. Les autres billets racontaient une histoire tout aussi troublante. Des mentions d'une ombre qui le poursuivait, des nuits sans sommeil, des sons inexplicables. Le dernier message, griffonné à la hâte et presque illisible, disait simplement « Ne l'ouvrez pas ». Je lâchai le papier, le cœur battant à tout rompre. Un bruit, sourd et étouffé, résonna soudainement derrière moi. Je me retournai vivement, ma lampe pointée vers la porte. Elle était à moitié fermée. Pourtant, je ne l'avais pas touchée. Mon instinct me criait de sortir immédiatement, mais mes jambes semblaient clouées au sol, comme si une force invisible me retenait dans ce lieu maudit. Je me suis précipité hors du camping-car, l'air glacé de la nuit m'enveloppant comme une couverture humide. Mon cœur battait à toute vitesse, ma respiration haletante se mêlant au vent qui soufflait dans les arbres. Mon esprit était en ébullition, tournant en boucle autour de la même question. Qui était cette personne, et pourquoi avait-elle écrit ces messages? Je n'avais pas le courage de revenir vers le corps. Mais, malgré la panique qui me serrait la gorge, je savais qu'il fallait que j'appelle la police. Le silence lourd de la forêt semblait me peser de plus en plus, comme si l'endroit tout entier était suspendu dans une attente. Quelques heures plus tard, des enquêteurs arrivèrent sur place. Ils prirent le corps, en silence, sans poser de questions. Mais leur visage était tendu, marqué par une inquiétude que je n'avais pas perçue au début. L'un d'eux, un homme au regard dur, me demanda si j'avais trouvé quelque chose d'étrange. J'hésitai, puis je leur tendis les papiers. L'un des policiers, un peu plus jeune, les parcourut rapidement avant de se tourner vers son collègue, ses traits se durcissant. « Ces messages, ça ressemble à l'affaire du dernier disparu, » murmura-t-il. Je frissonnai en entendant ces mots. L'autre enquêteur, plus âgé, semblait préoccupé, comme s'il hésitait à me dire quelque chose. Finalement, il me regarda, ses yeux emplis de gravité. Ce camping-car appartenait à un homme disparu il y a 6 jours, une affaire assez médiatisée dans la région. Il avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui des indices similaires. Mes jambes faillirent me lâcher. Le lien était évident maintenant. L'homme retrouvé dans le camping-car était la même personne, un nom que j'avais vu dans les nouvelles locales. Mais alors, qui avait laissé ces billets? Pourquoi? Et surtout, pourquoi l'ombre dont il parlait semblait toujours planer sur cet endroit? Les enquêteurs fouillèrent davantage, mais aucune réponse claire ne se présenta. Le corps était celui d'un homme disparu, certes, mais il n'y avait aucune explication logique pour ce qu'il s'était passé. Je n'osais plus regarder en arrière, mais une pensée m'obsédait. Et si cet homme n'était pas vraiment le seul à être disparu? Et si l'ombre qu'il mentionnait n'était pas un fantasme, mais quelque chose de bien plus réel, et bien plus dangereux? Je quittai le site dès que je le pus, le cœur lourd de cette inquiétante vérité, mais avec la certitude qu'une présence malveillante rôdait encore dans ces bois. Et, quelque part, je sentais que l'histoire n'était pas terminée. Les jours qui suivirent furent une torpeur étrange, un mélange de terreur persistante et de confusion totale. J'avais quitté la forêt, et en apparence, l'incident semblait clos, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le cas. J'étais hanté par l'image du corps dans le camping-car, par les mots griffonnés sur les billets, et surtout par cette sensation oppressante que l'ombre dont parlait l'homme disparu n'était pas une illusion. Il fallait que je sache la vérité, malgré la peur qui m'étouffait à chaque pensée qui me traversait l'esprit. Un soir, je me suis décidé à retourner sur les lieux. Le souvenir du camping-car me tourmentait, me poussant à revenir. Peut-être avais-je négligé quelque chose, un détail qui pourrait expliquer tout cela. Je ne savais pas quoi espérer, mais une force irrésistible m'attirait à cet endroit maudit. Lorsque j'arrivai, la forêt semblait plus silencieuse que jamais. L'air était lourd, comme saturé de quelque chose d'indéfinissable, et le sol semblait trembler sous mes pas. Le camping-car était toujours là, mais il était différent, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques jours. Les fenêtres étaient plus sombres, plus opaques, et la porte, elle était complètement ouverte. Je n'avais pas l'intention d'entrer cette fois, mais une voix dans ma tête me criait de le faire, de découvrir ce que je n'avais pas vu auparavant. J'hésitais, mais, poussé par une force incontrôlable, je traversai l'espace ouvert, mes jambes tremblantes mais fermes, et pénétrai à l'intérieur. La scène à l'intérieur était tout autre. Le corps avait disparu. Il ne restait plus aucune trace de ce qui avait eu lieu ici,
comme si l'homme n'avait jamais existé. Mais sur la table, un dernier billet était posé, crispé, écrit de manière précipitée. Il disait, « Elle est venue. Elle sait. Elle ne me laissera jamais partir. Elle te trouve, toi aussi ?» Je reculai d'un coup. Le froid m'envahit, glacial, tandis que mon regard balayait la pièce. C'était comme si le temps lui-même avait été distordu dans cet endroit, comme si ce que j'avais vu n'était que le reflet d'une réalité parallèle, une illusion. Je fis demi-tour précipitamment, mon cœur battant dans ma poitrine. Mais alors que je m'éloignais du camping-car, j'entendis un bruit. C'était faible, comme un souffle. Il venait de derrière moi. Je me retournai lentement, et là, au loin, dans les ombres de la forêt, je vis une silhouette. Elle se tenait immobile, fixant dans ma direction. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je courus. J'ai couru aussi vite que je pouvais, sans me retourner. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, l'air devenant de plus en plus lourd, et la silhouette, elle me suivait. Je pouvais presque entendre sa respiration, déformée, erratique, comme une présence plus proche que jamais. Quand j'arrivai enfin à ma voiture, je montai dedans sans même regarder en arrière, démarrant le moteur d'un coup sec. Je n'ai jamais su ce qu'était cette silhouette, ou ce qu'elle voulait vraiment. Mais je savais une chose. Ce que j'avais vu dans ce camping-car n'était pas un simple accident, ce n'était pas une histoire de disparition. Quelque chose d'obscur, de malveillant, se cachait dans cette forêt, et il n'était pas prêt de me laisser en paix. Je me souviens encore de cette nuit étrange, comme si c'était hier. C'était une de ces soirées où l'air semble chargé d'un silence oppressant, où chaque bruissement de feuilles paraît plus fort qu'il ne devrait l'être. J'avais pris l'habitude de marcher tard le soir, une sorte de rituel pour calmer mes pensées. Ce soir-là, cependant, dès que j'ai mis le pied dehors, j'ai senti quelque chose d'étrange, une tension presque palpable, comme si le monde retenait son souffle. Les rues étaient désertes, éclairées par la lumière vacillante des réverbères. Je me dirigeais vers le parc, un endroit que j'aimais particulièrement pour son calme. Mais cette fois, le calme me mettait mal à l'aise. Je sentais une présence, comme si quelqu'un m'observait dans l'ombre. À plusieurs reprises, je me suis retourné, mais il n'y avait rien, juste le vide inquiétant de la rue. C'est alors que je l'ai vue. Une jeune femme, debout sous un réverbère au bout de la rue. Elle semblait désorientée, ses cheveux emmêlés et ses vêtements froissés, comme si elle avait traversé une épreuve terrible. Je me suis approché, hésitante, et c'est là qu'elle a levé les yeux vers moi. Son regard, je ne l'oublierai jamais. Il était chargé de peur, mais aussi d'un appel à l'aide désespérée. Elle m'a tendu la main, sa voix tremblante à peine audible. « Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Avant que je ne puisse dire un mot, elle a ajouté, presque en chuchotant, « Il arrive. » Elle a jeté un coup d'œil derrière elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir des ombres. Mais il n'y avait rien, seulement cette rue déserte et le bruit lointain d'un chien qui aboyait. J'ai voulu lui demander ce qui se passait, lui dire que j'allais l'aider, mais quelque chose dans son regard m'a figé sur place. Et puis, l'instinct a pris le dessus. J'ai dit, « Attendez ici. Je vais chercher de l'aide. » Je me suis retourné rapidement, cherchant mon téléphone dans ma poche. Mais lorsque j'ai relevé les yeux, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Je suis resté là, immobile, le cœur battant à tout rompre, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Une seconde plus tôt, elle était là, devant moi, cette femme terrifiée qui me suppliant de l'aider. Et maintenant, rien. Pas un bruit, pas une trace de ses pas sur le sol humide. Juste ce silence oppressant, qui semblait encore plus lourd qu'avant. Mon premier réflexe a été de regarder autour de moi, de scruter les recoins sombres de la rue. Peut-être qu'elle s'était enfuie, cachée? Mais pourquoi partir sans un mot, sans un cri? Je l'ai appelée. « Madame? Où êtes-vous? Vous êtes là ?» Ma voix résonnait, creuse, dans l'air glacé de la nuit, mais aucune réponse ne venait. Un frisson m'a parcouru. Et si elle n'avait jamais été là? Et si j'avais tout imaginé? Pourtant, son regard était gravé dans ma mémoire, tout comme la peur dans sa voix. C'était réel. Ça devait être réel. Je me suis avancé vers l'endroit où elle se trouvait quelques instants plus tôt, scrutant chaque détail. Il n'y avait rien d'anormal, pas de sac, pas de traces de lutte, rien. Juste l'ombre allongée du réverbère sur l'asphalte.
Mais alors que je me retournais pour partir, mon regard a été attiré par quelque chose au sol, juste à côté du trottoir. Une petite tache sombre. Je me suis accroupi pour mieux voir. Du sang. Une goutte à peine séchée. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas mon imagination. Elle était blessée. Elle avait besoin d'aide. Mais où était-elle maintenant? Qui était cette personne qui, selon elle, arrivait? Une foule de questions tourbillonnaient dans ma tête, mais une seule chose était claire. Je ne pouvais pas rester là, à me poser des questions. Je devais agir. Avec une nervosité croissante, j'ai sorti mon téléphone pour appeler les secours, mais mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Et c'est là, au moment où je composais le numéro, que j'ai entendu un bruit derrière moi. Léger, presque imperceptible, comme un pas qui glisse sur le bitume. Je me suis retourné brusquement, mais encore une fois, il n'y avait personne. Juste cette rue vide, qui semblait jouer avec mes nerfs. J'ai fini par reculer, lentement, le regard fixé sur l'obscurité qui me paraissait maintenant vivante. La peur me murmurait de rentrer chez moi, de laisser cette histoire derrière moi. Mais quelque chose en moi refusait de tourner la page. Ce n'était que le début, et je sentais que cette nuit-là allait hanter mes rêves bien longtemps. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage, ce regard suppliant, ses lèvres tremblantes qui murmuraient « Aidez-moi ». Puis cette disparition, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Je me demandais si j'avais fait une erreur en la laissant là, même si je savais qu'elle avait disparu avant que je puisse agir. Au matin, malgré la fatigue, j'ai décidé de mettre cette histoire derrière moi. Peut-être que c'était juste une coïncidence étrange, peut-être que mon esprit m'avait joué un tour à cause de la pénombre et de la solitude de la nuit. Mais cette illusion de normalité s'est brisée dès que j'ai ouvert mon téléphone pour consulter les actualités. L'un des gros titres a immédiatement attiré mon attention. Découverte macabre dans un bâtiment abandonné, une femme retrouvée morte. Mon cœur a raté un battement. J'ai cliqué sur l'article, mes mains tremblantes. Il expliquait que le corps avait été retrouvé dans un ancien immeuble à l'abandon, à quelques rues seulement de l'endroit où j'avais vu cette femme. Le détail qui m'a glacé le sang était la description de la victime. Elle correspondait parfaitement à la femme que j'avais vue la veille. Les cheveux, les vêtements, tout. Et l'article mentionnait également qu'elle portait des blessures significatives, suggérant qu'elle avait été attaquée avant de mourir. Je suis resté figé, le téléphone dans les mains. Ce n'était pas possible. Comment était-ce possible? Je l'avais vue vivante, la peur dans ses yeux, sa voix qui résonnait encore dans ma tête. Et maintenant, elle était morte? Une vague de culpabilité m'a envahi. Avais-je failli à lui porter secours? Aurais-je pu changer son destin si j'avais agi différemment? Mais il y avait autre chose, quelque chose d'encore plus troublant, la chronologie. L'article précisait que le décès semblait remonter à plusieurs heures avant la découverte du corps. Si cela était vrai, cela signifiait qu'au moment où je l'avais vue, elle était déjà morte. Cette pensée me glaça d'effroi. Je voulais trouver une explication rationnelle, mais rien ne semblait logique. Était-elle un esprit, un fantôme venu chercher de l'aide, ou quelque chose d'encore plus incompréhensible? Je savais que je ne pouvais pas en rester là. L'idée de retourner sur les lieux où le corps avait été retrouvé me terrifiait, mais je sentais que je n'avais pas le choix. Il fallait que je comprenne, que je découvre la vérité, quelle qu'elle soit. Parce que depuis ce moment, une chose était claire. Cette femme, qu'elle soit vivante ou morte, n'avait pas fini avec moi. Je ne savais pas ce qui me poussait à retourner là-bas. Peut-être la culpabilité, peut-être une curiosité morbide, ou simplement cette impression oppressante que quelque chose d'inachevé pesait sur mes épaules. En fin d'après-midi, je me suis décidé. Le bâtiment où le corps avait été découvert n'était pas loin, une ancienne usine abandonnée que tout le monde dans le quartier évitait. Même en plein jour, l'endroit avait une aura sinistre. Lorsque je suis arrivé, je suis resté un moment devant la grande porte rouillée, hésitante. Un panneau interdit d'entrée pendait de travers, mais il était clair que beaucoup avaient ignoré cet avertissement avant moi. L'intérieur était sombre, humide, et une odeur de moisissure emplissait l'air. Chaque pas que je faisais sur le sol craquant résonnait comme une alarme, brisant le silence lourd de l'endroit. Je n'avais aucune idée de ce que je cherchais, mais en parcourant les couloirs déserts, je sentais une tension croissante. Les murs étaient couverts de graffitis, certains simples et d'autres étrangement inquiétants,
comme des figures noires aux yeux vides. À un moment, j'ai cru entendre un bruit, un léger murmure, mais quand je me suis retourné, il n'y avait que le vide. C'est dans une pièce au fond du bâtiment que je l'ai trouvé, une trace évidente de lutte. Des éclats de verre jonchaient le sol, et un meuble renversé bloquait partiellement l'entrée. C'est là, sur le mur, que j'ai vu quelque chose qui a gelé le sang dans mes veines. Une phrase écrite à la hâte, avec ce qui ressemblait à du sang séché. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» Je reculai instinctivement, mon cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais pas respirer, mes pensées étaient en vrac. Cette phrase, elle était pour moi, j'en étais certaine. Mais comment? Pourquoi? C'est alors que je l'ai entendu à nouveau, ce murmure. Plus fort cette fois, comme un souffle derrière mon oreille. « Aidez-moi !» Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Rien sauf cette impression glaçante que quelqu'un ou quelque chose était là, juste hors de portée de mon regard. Je voulais partir, courir hors de cet endroit maudit, mais mes jambes refusaient de bouger. Au lieu de cela, mes yeux se posèrent sur le sol près du mur. Il y avait un objet, partiellement caché sous des débris. Une chaîne fine, avec un médaillon en forme de cœur. Je la ramassai. Elle était glacée, presque comme si elle avait été plongée dans de la glace. En la tenant, une image me traversa l'esprit comme un éclair. La jeune femme que j'avais vue, sa main qui tendait ce même médaillon vers moi. Un vertige me saisit, et je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, un bruit sourd retentit derrière moi, comme un pas lourd sur le plancher craquant. Cette fois, ce n'était pas mon imagination. Je n'étais plus seul. Je sentais ma respiration s'accélérer, ma gorge se nouer, et un froid glacial envahir la pièce, bien plus intense que l'humidité habituelle de ce lieu abandonné. Lentement, je me suis retourné, espérant contre toute logique que je n'y trouverais rien. Mais elle était là. La jeune femme. Celle que j'avais vue cette nuit-là. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Son apparence était différente. Ses vêtements étaient déchirés, son visage pâle, presque cadavérique, et ses yeux n'étaient plus empreints de peur, mais d'une colère froide, implacable. Elle ne bougeait pas, mais ses lèvres s'entr'ouvrirent pour murmurer des mots que je n'entendais pas, comme si le son était étouffé par une barrière invisible. Pourtant, je savais ce qu'elle disait. Je pouvais le lire sur ses lèvres. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» Je voulus répondre, expliquer que je n'avais pas eu le temps, que je ne l'avais pas abandonné. Mais aucun mot ne sortait de ma bouche. Mon corps était paralysé par une peur viscérale. Elle s'avança, doucement, ses pieds ne semblant pas toucher le sol. À chaque pas, la pièce semblait se contracter, l'air devenant de plus en plus irrespirable. Quand elle fut à quelques centimètres de moi, elle tendit la main. Je crus qu'elle allait m'attraper, mais elle s'arrêta juste devant ma poitrine. Sa voix résonna alors, claire et glaçante, « Tu aurais pu me sauver. » C'est à ce moment-là que tout devint noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais chez moi, étendu sur mon lit. Je ne savais pas comment j'étais rentré, ni combien de temps s'était écoulé. Tout semblait irréel, comme un cauchemar dont on se réveille en sueur. Mais en me redressant, j'ai vu quelque chose qui m'a ramené brutalement à la réalité. Sur ma table de nuit, il y avait le médaillon en forme de cœur que j'avais trouvé dans ce bâtiment. Et sur mon bras, une marque rouge en forme de main, comme une brûlure. Je savais alors que ce n'était pas terminé. Cette femme, ce spectre, ou ce qu'elle était, n'en avait pas fini avec moi. Elle voulait que je comprenne, que je découvre la vérité sur ce qui lui était arrivé. Et tant que je ne le ferais pas, je sentais qu'elle resterait là, dans l'ombre, à me hanter, à me surveiller. Je rentrais tard ce soir-là, fatigué après une longue journée de travail. Les rues étaient calmes, plongées dans une obscurité que seuls quelques réverbères tentaient de percer. Mon chemin me menait, comme d'habitude, à travers ce petit parc de quartier, un endroit qui, de jour, semblait accueillant avec ses arbres soigneusement taillés et son petit terrain de jeu. Mais la nuit, cet endroit prenait une toute autre allure. Les ombres des balançoires immobiles semblaient s'étirer, se déformer, comme si elles dansaient sous un vent invisible. J'avais toujours ressenti une légère appréhension en traversant cet endroit une fois la nuit tombée. Ce soir-là, cette appréhension était différente, plus lourde, presque oppressante. Chaque pas que je faisais résonnait sur le sentier en gravier, amplifié par le silence environnant. Puis, soudain, je l'ai entendu.
Une musique. C'était doux, presque hypnotique, comme une mélodie que l'on pourrait trouver dans une boîte à musique oubliée. Les notes étaient étrangement claires, malgré la distance apparente. Elles venaient du terrain de jeu, j'en étais sûr. Je me suis arrêté, le souffle coupé, mes oreilles tendues pour confirmer ce que j'entendais. Oui, c'était bien là, une comptine enfantine, familière mais distordue, jouée sur un rythme irrégulier. Mon esprit cherchait une explication rationnelle. Une radio oubliée? Une application sur un téléphone? Pourtant, il n'y avait personne. Pas une âme. Seulement cette musique qui flottait dans l'air, froide et étrangement triste. Mon regard s'est tourné vers les balançoires. Elles étaient immobiles, pourtant, j'avais l'impression qu'elles me fixaient. Une sensation glaciale a glissé le long de mon échine, comme si quelque chose dans l'ombre du parc m'observait, attendant que je m'approche. Je ne sais pas pourquoi, mais mes pieds se sont mis en mouvement, comme attirés malgré moi par cette étrange mélodie. Chaque pas vers le terrain de jeu semblait amplifier ce malaise qui pesait sur ma poitrine. Le sentier de gravier semblait interminable, et le silence environnant, à peine brisé par la musique, était presque assourdissant. Quand j'ai enfin atteint les limites du petit terrain de jeu, la mélodie s'est soudain adoucie, comme si elle voulait m'inviter à entrer. Les structures des jeux pour enfants, le toboggan, les balançoires, le tourniquet étaient plongés dans une semi-obscurité, leurs contours déformés par les ombres projetées par les réverbères. Tout était désert. Je suis resté figé un instant, mes yeux scannant le moindre détail. Pas de mouvement, pas de voix, rien qui puisse expliquer cette musique. Pourtant, elle était là, persistante, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. J'ai avancé lentement, ma respiration lourde, mes pas résonnant étrangement sur le sol couvert de copeaux de bois. La mélodie semblait émaner du tourniquet, ce vieux tourniquet en métal que personne ne semblait utiliser depuis des années. Il était immobile, mais l'air semblait vibrer tout autour. Je me suis approché, mes yeux fixant l'ombre sous le tourniquet, cherchant un indice, une source. Rien. Juste le vide. Mais ce vide avait quelque chose d'oppressant, comme si l'air lui-même me pesait sur les épaules. Puis, soudain, une légère brise a soufflé, et la balançoire à ma droite a commencé à grincer. Ce bruit, si banal en journée, résonnait maintenant comme un cri dans la nuit. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait toujours personne. Juste ce terrain de jeu désert, cette musique et cette étrange sensation que quelque chose, ou quelqu'un, était là, juste hors de ma vue. Mon regard restait fixé sur les balançoires qui, malgré l'absence totale de vent, oscillaient doucement, comme poussés par une main invisible. La mélodie continuait de flotter dans l'air, plus distante maintenant, comme si elle se jouait dans un recoin que je ne pouvais atteindre. Une peur viscérale me paralysait, mais une étrange curiosité me poussait à avancer. C'est alors que je l'ai vue. Une ombre. Elle glissait entre les structures du terrain de jeu, furtive, insaisissable. D'abord derrière le toboggan, puis près du tourniquet, puis sous l'air des balançoires. Ce n'était pas une silhouette humaine. Non, elle était floue, mal définie, comme si elle n'était qu'un reflet déformé de quelque chose qui ne devrait pas exister. Mon cœur battait à tout rompre alors que je fixais cet être indescriptible. J'ai appelé, ma voix tremblante. Qui est là? Pas de réponse. Juste le grincement monotone de la balançoire et cette ombre qui continuait de se mouvoir, toujours à la limite de mon champ de vision, comme si elle jouait avec moi. Je m'approchais, pas après pas, les jambes lourdes comme si elles refusaient de m'obéir. Plus je me rapprochais, plus l'air semblait devenir épais, presque palpable. Quand je suis arrivé à quelques mètres seulement, l'ombre a disparu, comme aspirée par le vide. J'ai regardé autour de moi, le souffle court, mais il n'y avait rien. Rien, sauf le silence. La mélodie s'était tue, et l'air de jeu était à nouveau immobile. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas. Cette ombre, ce mouvement. Je pouvais encore sentir sa présence, tapie dans les coins sombres, attendant que je baisse ma garde. Malgré la disparition de l'ombre, une sensation persistante m'accompagnait. Ce n'était pas juste la peur, ni même la confusion. C'était comme si quelque chose me suivait, que mes pas étaient observés par des yeux invisibles. Je me suis éloigné du terrain de jeu, mais chaque mouvement, chaque souffle me semblait étrangement écho. Les bruits de mes pas dans le gravier paraissaient amplifiés, comme si le parc tout entier attendait que je fasse un faux mouvement. J'avais l'impression que, derrière moi,
dans l'obscurité, quelque chose s'approchait à chaque instant. Je n'osais pas regarder en arrière, mais je sentais cette présence grandissante, cette oppression croissante sur ma poitrine. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement visible, mais l'air semblait plus lourd, saturé d'une tension que je ne pouvais expliquer. C'était comme si le parc lui-même avait été transformé en une vaste toile d'araignée, et moi, je n'étais qu'une proie fragile dans son centre. À mesure que je m'éloignais, je réalisais que la musique n'était plus là, mais un silence profond et lourd l'avait remplacé. C'était un silence qui n'était pas naturel, comme si ce que je venais d'entendre n'était qu'un écho, un avertissement d'une chose qui ne voulait pas être vue, mais qui n'était jamais vraiment partie. Arrivé à la sortie du parc, je me suis retourné une dernière fois, l'esprit encore agité par ce que j'avais vécu. Le terrain de jeu était aussi vide et silencieux que toujours. Mais quelque chose dans le vide m'a fait frissonner. J'avais l'impression que les ombres dansaient encore sous les réverbères, que les structures des jeux dissimulaient une présence qu'aucun regard humain ne pourrait percer. Je n'ai jamais su si ce que j'avais vu était réel ou simplement le fruit de mon imagination effrayée, mais une chose était sûre, cette sensation de surveillance persistait. Elle ne m'a jamais quitté. Et chaque nuit, avant de m'endormir, j'entendais encore cette musique, lente, lointaine, comme une mélodie qui ne voulait pas être oubliée. Les jours ont passé depuis cette nuit étrange, mais la sensation de malaise est restée ancrée en moi, comme une tache indélébile. Je n'ai jamais retrouvé la paix. Chaque nuit, l'insomnie me rongeait un peu plus, m'empêchant de fermer l'œil. Les ombres dans ma chambre semblaient plus épaisses, plus tangibles, et, dans les recoins, des formes indistinctes semblaient se dessiner. J'ai commencé à entendre des bruits pendant mon sommeil, des sons vagues, familiers. La musique, cette même mélodie enfantine, résonnait parfois dans l'air, faible, lointaine, comme un souffle porté par le vent. Je me suis forcé à me dire que ce n'était qu'une coïncidence, que mon esprit m'avait joué un tour. Mais les nuits étaient devenues interminables. J'ai rêvé de ce parc, de l'ombre qui se glissait entre les jeux, et de la musique qui ne cessait de jouer, même lorsque tout semblait désert. Et, dans chaque rêve, je sentais que je n'étais jamais seul. Un soir, après avoir pris un détour pour éviter le parc, j'ai cru apercevoir, dans la brume de la rue, des formes se mouvoir près de l'aire de jeu. Mais lorsque j'ai tourné le coin, tout était redevenu calme, aussi vide et morne qu'avant. Pourtant, la sensation persistait. Elle était là, juste derrière moi, prête à surgir dès que je détournais le regard. Je n'ai jamais revu la musique. Elle s'est complètement éteinte, comme si elle n'avait jamais existé. Mais quelque chose m'avait marqué ce soir-là, quelque chose que je ne pouvais effacer. Et, malgré mon désir de tout oublier, je savais au fond de moi que cette chose, cette présence, n'avait jamais quitté le parc. Et, pire encore, elle ne m'avait jamais vraiment quitté non plus.